D'Alençon à Saumur, de la Normandie à l'Anjou, à la croisée d'un fleuve et de deux rivières, la Vélo-Buissonnière traverse de nombreuses régions naturelles qui font la fierté de la Sarthe et du Maine-et-Loire. C'est le long de cette véloroute de plus de 240 km que je vous propose de cheminer en compagnie du géographe Damien Deville pour partir à la découverte des singularités de ces territoires et de leurs habitants. Un voyage de 3 jours raconté sur 3 épisodes pour vous faire parcourir à nos côtés les Alpes-Mancelles, le Bocage sartois, la Cité Plantagenet, le Maine-Angevin, le Baugeois et le Val d'Anjou. Une aventure 100% à vélo où histoire, paysage, rencontres et émerveillement se mêlent pour nous aider à mieux comprendre notre présent et à mieux imaginer notre avenir. Voilà. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos sur notre voyage en Sarthe le long de la Vélo-Buissonnière. Une véloroute qui traverse donc toute la Sarthe et qui commence ici, à Alençon. Je suis juste devant la basilique Notre-Dame d'Alençon. Coucou Augustin. Ça va ? Ça va et toi? Ça va. Bienvenue sur les terres du Maine. On est à Alençon, donc c'est l'une des capitales normandes, la capitale de l'Orne, et qui a la particularité d'être tout au sud du département, pas très loin effectivement de la frontière sartoise. Et du coup, pendant longtemps, la ville d'Alençon a été une ville frontière, une zone de chalandise entre les duchés de Normandie et ceux du Maine puis de l'Empire Plantagenet. Justement, la Normandie a été réintégrée au grand Empire Plantagenet. Et puis quand l'Empire Plantagenet s'est effondré, ça a été disputé entre le Royaume d'Angleterre et le Royaume de France pendant des siècles. Et ce qui est super aussi à Alençon, c'est que c'est une ville continentale, contrairement à beaucoup de villes normandes. On est au cœur du Bocage, on est assez loin de la mer. Et puis une ville qui, du fait de son retrait du littoral, n'a pas été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc on retrouve à Alençon un peu le vernaculaire normand tel qu'il caractérisait également Cherbourg, Caen, Vire, Le Havre à l'époque, même si toutes ces villes ont été complètement détruites. Et moi, ce que j'aime, c'est cette capacité à faire se rencontrer les mondes à Alençon, entre des mondes normands, bocagers, littoraux, et puis le début, en fait, du massif armoricain, c'est-à-dire de la Sarthe et de la Mayenne, qui nous emmène jusqu'en Bretagne. De petits jardins ouvriers bien aménagés en parcs récemment réarborés, notre première étape débute par de charmantes voies vertes qui nous font sortir tranquillement de l'aire urbaine d'Alençon et quelques kilomètres plus loin de la Normandie. Car oui, à peine une demi-heure après notre départ, nous arrivons officiellement en Sarthe pour le plus grand bonheur de Damien. J'ai une tenue qui n'est pas très catholique pour faire du vélo. Des lunettes de soleil non plus. La suite du parcours nous conduit au travers de la banlieue résidentielle d'Arcenay, puis nous téléporte en seulement quelques coups de pédale dans la campagne sartoise à la découverte de longères typiques de la région du Maine. C'est trop beau toi. Voilà, c'est trop beau depuis qu'on est parti. Ça te plaît, ouais? Ah ouais. Le bocage. Le bocage du Maine. Ouais. C'est beau, c'est très beau. Et oui, le bocage, nous y voilà, la star incontestée de notre périple, un paysage qu'il est nécessaire de bien comprendre et de s'approprier pour mieux penser les campagnes de demain. Alors le bocage, c'est un paysage très particulier qu'on retrouve surtout sur les terres de l'ouest de la France, même s'il y a des poches par ailleurs, le Berry, l'Avesnois dans le nord de la France, là on fait le Maroilles, quelques endroits du Massif central. Le bocage, c'est un paysage qui naît de l'élevage. On envoie les bêtes dans les pâtures et du coup on sépare ce paysage de prés, de champs réservés aux céréales, de cultures maraîchères. Et cette diversité des parcelles est séparée par ce qu'on appelle des haies bocagères, d'où le terme de bocage. Les haies bocagères, chez nous, sur les terres de l'Ouest, c'est du chêne, c'est du frêne, c'est du noisetier,
c'est de l'hêtre, voilà, c'est des petits fruits éventuellement, de l'osier bien sûr. C'est incroyable pour la biodiversité, on ne se rend pas compte de toute la biodiversité que ça héberge et ça participe à des corridors biologiques à l'échelle de l'Europe. Ce bocage, on a eu tendance à le perdre à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, un peu sur l'autel de la mécanisation et de la modernisation de l'agriculture, puisqu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la France, pour retrouver sa souveraineté alimentaire, tout comme l'Europe des 8 à l'époque, a choisi de miser sur des filières agricoles qu'elle jugeait pertinentes, efficaces, stratégiques pour son propre développement. Ces filières, on les connaît, hein. C'est celles qui peuplent nos supermarchés actuellement. C'est le cochon, c'est le blé bien sûr, c'est le lait, c'est certaines cultures maraîchères. Mais par extension, à cette époque, la France abandonne les filières associées aux protéines végétales, associées aux petits fruits, associées aux filières énergétiques, associées à l'osier, au bois, etc. Bref, elle abandonne les filières qui sont créées aussi par le bocage. Et c'est en parcourant la campagne à vélo que l'on peut vraiment comprendre le bocage tel qu'il existe aujourd'hui, notamment lorsque l'on tombe, à de nombreuses reprises, sur de bonnes pratiques agricoles. Là, on a un agriculteur qui vient de diviser son parcellaire en replantant une haie bocagère. Et ça, c'est grâce à l'action des départements, notamment Orne, Sarthe et Mayenne, mettent en place des mesures incitives pour encourager les agriculteurs. Ils payent les plants, puis ils ont une petite subvention au moment où ils plantent, à laquelle s'additionnent les subventions de la PAC qu'ils peuvent avoir. Malgré tout, notamment dans l'Orne, notamment en Normandie, un peu moins en Sarthe et Mayenne, mais on continue à perdre du linéage de haies bocagères. Et ça, c'est lié au fait que, au fond, ces mesures de subvention pour des services écologiques ne remplaceront jamais, tu vois, la filière alléchante en fait. Et ça, je pense que c'est important que le grand public l'ait en tête, c'est qu'on montre beaucoup du doigt les agriculteurs pour leurs pratiques. Souvent à tort, parce que souvent c'est à l'amont de la chaîne que ça se déroule. Il faut recréer des filières alléchantes pour les agriculteurs, pour qu'ils s'orientent vers des pratiques plus vertueuses. Et voilà, à mon avis, l'immense enjeu pour rebocager nos territoires, si j'ose me permettre ce verbe, c'est Perrin Remonté qui a travaillé ce verbe récemment dans l'une des cartes qu'il a réalisées. Et à mon avis, voilà, c'est ça la clé, c'est restructurer des chaînes de valeur du producteur au consommateur, des filières à l'échelle nationale qui participent à une nouvelle diversité paysagère dans les champs. Une filière alléchante sera toujours plus intéressante pour un agriculteur qu'une subvention venue de l'Europe en fait, d'un point de vue économique. Ça sera toujours plus intéressant. Rebocager nos territoires passe donc par une refonte complète de notre système agricole qui doit inclure l'ensemble des acteurs de la chaîne, y compris nous, les citoyens. Nous pouvons montrer la voie en consommant différemment. Mais retournons sur la vélo-buissonnière qui nous fait poursuivre vers le sud-ouest, toujours à la frontière de l'Orne et de la Sarthe, où nous traversons le petit village de Berru. Tu sais, il y a d'anciens géographes qui parlaient de la Sarthe comme étant le pays de l'arbre. Ce terme est magnifique. D'ailleurs, ces mêmes géographes parfois reprochaient à la Sarthe et à la Mayenne d'avoir que des tons de vert, que des nuances de vert. Ils trouvaient ça ennuyant. Mais moi, j'aime cette idée que ces tons de vert deviennent aujourd'hui un refuge face aux enjeux sociaux, écologiques, démocratiques que nous traversons aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette limite, elle se voit toujours très bien entre la Beauce, que tu traverses en venant de Paris, et la Sarthe où commence l'arbre. Le pays de l'arbre percute celui où il n'y en a pas, la plaine de la Beauce. Et la vélo-buissonnière nous permet comme ça de nord au sud de traverser ce pays de l'arbre. On sort de la forêt. On va arriver à Saint-Sénéry. Et là, la vue vaut le coup. On est vraiment dans le bocage. Beaucoup d'arbres. Ah, ça monte. C'est ici, dans cet étroit méandre de la Sarthe, que l'on peut trouver Saint-Sénéry-le-Géret, village normand enclavé dans les terres du Maine.
Saint-Cénry-le-Géret, c'est l'un des plus beaux villages de France. C'était une mode féodale un peu frontière entre le comté d'Alençon et le comté du Maine, à la fois zone de chalandise, mais aussi zone de surveillance des mouvements entre les deux comtés. Aujourd'hui, Saint-Cénry-le-Géret, c'est surtout l'un des plus beaux villages de France. Et c'est intéressant cette dynamique de label en termes de développement du territoire, parce que ça incite en fait les acteurs, les habitants, finalement à dévoiler leur singularité territoriale et à essayer de composer avec ces singularités territoriales. L'enjeu, c'est que ces labels ne se transforment pas en quelque chose qui met sous cloche le territoire, tu vois, qui l'embourbe comme ça dans sa propre fixité. Ça arrive parfois, moi j'en visite des plus beaux villages de France, c'est un peu Disneyland. Ces labels, à mon sens, n'ont de valeur que s'ils catalysent la relation entre les humains puis avec ce qui compose le territoire, plutôt que ce soit une chape de plomb comme ça. Et ce qui fait la différence entre les deux, c'est la vision que vont porter les acteurs territoriaux. Et je pense que c'est le cas à Saint-Cénry-le-Géret, puisque je sais que l'équipe municipale est très engagée comme ça dans une projection du village dans l'avenir. Il y a plein d'événements culturels qui sont organisés, ils accueillent plein de monde, ils font de l'hospitalité une politique. On a déjeuné à Saint-Cénry et c'était vraiment très beau. Vraiment un très beau village. Et après ce bel arrêt, nous reprenons la route en longeant les méandres de la Sarthe à travers un très joli bocage caractéristique du Maine et la magnifique région des Alpes-Mancelles. Bon, les Alpes-Mancelles, ça porte bien son nom. Et je suis toujours bon écho. Pas de triche. D'ailleurs, l'occasion de vous dire que pour l'instant, on a quand même croisé peu de véhicules motorisés. Je pense que le tracé a été très bien fait parce qu'on prend que des routes peu empruntées. Et du coup, c'est très agréable. Bonjour. Ça va bien? Ouais, impeccable et vous? Ça va, bon courage. Là, on est au sommet des Alpes-Mancelles. Je crois que le sommet des Alpes-Mancelles, c'est 360 mètres. Donc ça, c'est présomptueux d'appeler ça les Alpes du Mans. Mais en même temps, ça signifie, je crois, quelque chose d'important en géographie. C'est que tu sais, ce qui donne de la valeur à un paysage, c'est pas tellement son côté extraordinaire, son côté conquérant, c'est plutôt les liens d'usage et d'affection qu'on va cultiver avec ce lieu. Et les Alpes-Mancelles, c'est exactement ça. C'est pas un paysage extraordinaire et pourtant, c'est un repère important dans la vie des individus. Ça me fait penser, un jour, je suis allé à un colloque de géographie en sciences et il me semble que c'était Philippe Madec, un grand architecte. Il avait essayé de définir ce qu'était un beau paysage. Et il avait eu cette phrase qui mettait tout le monde d'accord. Il avait dit un beau paysage, c'est le paysage de nos enfances. Voilà. On vient de faire une descente, c'était trop beau, entre Saint-Cénry et Saint-Léonard, les Alpes-Mancelles. C'est un régal. Vraiment, bravo la Sarthe. Et depuis tout à l'heure, nous suivons la Sarthe. Et c'est toujours dans cette vallée de la Sarthe que nous traversons Saint-Léonard-des-Bois, capitale des Alpes-Mancelles, labellisée petite cité de caractère et destination immanquable pour la pratique du trail et du VTT. Mais malgré la beauté du lieu et de ses falaises, nous devons désormais accélérer la cadence et parcourir une quinzaine de kilomètres à travers bois et champs en direction de l'ouest et de la ville de Fresnay-sur-Sarthe où nous avons un rendez-vous pris de longue date. À gauche. La transhumance. Donc je suis Pascal Turpin, je suis taillandier d'armes et nous ne sommes que 6 en Europe à avoir ce titre. Alors un taillandier d'armes, en fait, les gens connaissent un terme générique qui s'appelle le forgeron. Anciennement, il existait 3 familles distinctes de forgerons. La première famille, les Ferrons et les Fèvres, qui étaient pour la maison et l'agriculture. D'où un portail, c'est de la ferronnerie.
L'orfèvre, c'est le forgeron de l'or. La deuxième famille à laquelle j'appartiens sont les taillandiers. Ils fabriquent des objets taillants et tranchants. C'est aussi bête que ça. Donc, on commence toujours par taillandier d'armes, taillandier de pelles, taillandier de haches, taillandier de couteaux, et ainsi de suite. La dernière famille, toujours de forgerons, ce sont les armuriers. Maintenant, on les connaît différemment. Ils fabriquent et vendent des armes à feu. Anciennement, c'était le batteur d'armure. Il fabriquait des armures, des casques, des boucliers, des cottes de mailles. J'ai découvert la Sarthe il y a quelques années. Je la connaissais bien évidemment au travers des 24 heures du Mans. Et le fait de faire des salons et de rayonner dans la Sarthe m'a fait découvrir justement ce dont on parlait, c'est-à-dire une diversité de gens. Ils ne sont pas les mêmes à droite, à gauche. Et une diversité de paysages. Donc ça c'est ce que j'ai aimé dans la Sarthe. Et c'est ce que j'aime toujours dans la Sarthe. On va dans les Alpes-Mancelles, c'est pas le même paysage qu'ici. C'est pas le même paysage qu'au Mans, c'est pas le même paysage qu'au Lude. Et donc ça me plaît bien. Le métier d'art, c'est quelqu'un qui va utiliser, à mon sens, qui va utiliser un patrimoine, une culture, une histoire, et qui va la faire perdurer. On véhicule l'image d'une ville. D'accord ? Par le fait d'être dans la ville, inévitablement, on véhicule cette image à l'extérieur de la ville. Dernièrement, j'ai fait un couteau avec de la dentelle de Fresnay. Donc pourquoi ? Parce que les gens connaissent Fresnay pour des raisons XY, et donc ils veulent une histoire, mais ils veulent une histoire locale. Eh bien, on utilise de la dentelle qui vient de Fresnay ou qui vient de la Sarthe. J'utilise des matériaux, des bois qui viennent de la Sarthe, donc on utilise la Sarthe. En fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est créer des histoires. J'essaye de comprendre quelle est l'histoire des gens, de le mettre dans un couteau, et quand ils repartent, en fait, ils créent une autre histoire. On est arrivé à une telle industrialisation et en fait, le fait d'être totalement anonyme dans tout, en fait, les gens veulent avoir quelque chose. Moi, je vais avoir des couteaux, les gens m'amènent en disant voilà, j'ai démonté une poutre de chez moi, ma maison est 18e siècle, est-ce que je peux avoir des couteaux avec des manches qui sont faits en poutre de chez moi ? Ça, c'était réservé à une élite à une certaine époque. Maintenant, c'est ce que j'essaye de mettre au goût du jour en disant non, vous avez quelque chose qui vient de chez vous, voilà, venez avec ce que vous avez de chez vous et on fera de l'artisanat. Et c'est pas réservé à des gens excessivement riches, c'est des gens qui, pour tout le monde, parce que tout le monde doit être sur le même pied d'égalité par rapport à l'artisanat. Un artisanat populaire qui naît du territoire et fait perdurer le patrimoine régional est un bel atout pour repenser notre monde de manière plus locale. Et c'est sur ces belles idées que nous quittons Pascal pour notre dernière étape de la journée. Allez, plus que, je sais pas, 12 km, une dizaine. Ouais, on sent la fin de la journée. Ouais. Mais c'est beau là, franchement la forêt elle est trop belle. Les couleurs sont magnifiques. Ouais, on a une coucher du soleil lumière, qui éclabousse le bocage. Ouais. C'est chouette. Et est-ce qu'il fait toujours beau en Sarthe ? Dans le cœur des habitants, oui. C'est trop beau. Et c'est après presque 65 km que nous posons nos sacoches au camping du Val de Sarthe à Beaumont pour un repos bien mérité, une nuit au milieu des arbres juste à côté de la rivière que nous avons suivie toute la journée, une journée riche de rencontres et d'émerveillements à travers bois et bocages, à la découverte de la Normandie et du Maine, de l'Orne et de la Sarthe, de la campagne d'Alençon et des Alpes-Mancelles. Demain, nous mettons le cap sur le pays Manceau et la cité Plantagenet pour une nouvelle journée d'aventure qui nous plongera au cœur de la métropole du Mans. On vous donne donc rendez-vous très vite pour ce nouvel épisode. À bientôt!